Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à prendre place. Bonsoir et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre où nous allons évoquer l'histoire et rendre hommage à Alter Fein-Zillberg, juif polonais, militant communiste, membre des brigades internationales durant la guerre civile espagnole et déporté à Auschwitz-Birkenau le 27 mars 1942 par le premier convoi parti de France. À Auschwitz, Alter sera intégré dans les équipes du Sonderkommando et participera à la création d'un réseau de résistance qui mènera au soulèvement du 7 octobre 1944. Dans les années d'après-guerre, Alter Fein-Zillberg consignera son témoignage dans de petits cahiers, publiés pour la première fois aujourd'hui dans un ouvrage édité au Seuil, Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, préfacé par Serge Klarsfeld, que nous saluons, et présenté par Roger Fein-Zillberg, qui est le fils d'Alter, et notre collègue Alban Perrin, coordinateur de la formation au Mémorial. Alors, cette rencontre va se dérouler en 2 temps. Dans une quinzaine de minutes, Alban Perrin, Philippe Ménard et Olivier Lalieu rejoindront Roger pour discuter de l'ouvrage et du témoignage que nous a laissé Alter. Et ce premier temps de la soirée est quant à lui consacré à la remise officielle des manuscrits d'Alter que Roger a souhaité confier aux bons soins du Mémorial et tout particulièrement aux bons soins de Karen Tayeb, responsable des archives. Sans attendre, je cède la parole à Jacques Fredge, directeur du Mémorial de la Shoah. Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets de saluer Monsieur le Premier ministre Lionel Jospin, les présidents du CRIF, du Fonds social juif unifié, du Consistoire central, et puis nos amis Serge et Beat Klarsfeld, ainsi que le directeur général de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est vrai que nous sommes à quelques jours de la commémoration du 27 janvier et il y a dans le cadre de ces commémorations tout un tas d'événements qui se déroulent au Mémorial, mais ce soir c'est un événement tout particulier pour nous, le Mémorial qui, je vous le rappelle, nous sommes à l'origine un centre d'archives. Et nous collectons inlassablement depuis 1943 des documents d'archives. Nous disposons aujourd'hui de 50 millions de documents d'archives. Et nous mesurons plus que quiconque l'importance des documents d'archives pour écrire l'histoire, pour faire en sorte de garder ces preuves de manière permanente aujourd'hui et pour demain. Le Mémorial a ses archives et collecte de manière obsessionnelle des documents en se disant que notre devoir est de laisser à nos successeurs de quoi être armé face aux contestations, aux distorsions de l'histoire, et de ce qui caractérise ce crime de génocide qui a été perpétré durant la Seconde Guerre mondiale, à un moment où on le voit bien, des concepts, des mots tels que celui de génocide est aujourd'hui totalement dénaturé, instrumentalisé. À un moment où on vit l'ère des fake news, de l'intelligence artificielle qui permet aussi de modifier, d'altérer la réalité et les preuves de l'histoire. Donc le Mémorial est dans cette travail, dans cette direction et en se disant que peut-être
Demain, lorsque tous les rescapés de la Shoah, toute cette génération de la Shoah aura disparu, eh bien, nos armes, à la fois sur le plan historique, pédagogique, seront ces documents d'archives que nous collectons et de manière, je dirais, inlassable. Alors, les archives dont il s'agit ce soir sont des archives d'un caractère exceptionnel, parce que, vous le savez, les Sonderkommando étaient une structure qui a joué un rôle important dans le processus de mise à mort, mais qui a surtout servi de témoignage finalement à partir des écrits et des archives qui ont été laissés par un certain nombre de Sonderkommando qui ont été retrouvés à Auschwitz, par des Sonderkommando qui ont été assassinés finalement. Et puis quelques rares Sonderkommando ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons la chance de pouvoir collecter ces documents d'une rareté exceptionnelle, parce que vous imaginez que le processus d'extermination n'a pas été documenté par les nazis. Beaucoup de choses ont été documentées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de photographies ont été prises par les nazis. Ça sera d'ailleurs le thème de notre prochaine exposition, l'album d'Auschwitz, qui est un des rares témoignages photographiques qui a été recueilli après la Seconde Guerre mondiale au moment de l'extermination des Juifs de Hongrie au printemps 1944. Mais les témoignages des Sonderkommando sont rares et extrêmement précieux, parce qu'on est véritablement au cœur de l'extermination, au cœur du crime qui a été perpétré à Birkenau. Et je voudrais remercier Roger de ce moment. Je sais qu'il est lui aussi dans un processus très important sur le plan personnel, sur le plan intellectuel, parce que arriver à produire un ouvrage tel que celui-ci est quelque chose qui compte dans une vie au regard du patrimoine qu'il a apporté. Et je sais à quel point c'est compliqué de se séparer d'archives qui sont des archives à la fois familiales, mais tellement historiques. Et je voudrais le remercier sincèrement de sa confiance et d'accepter de finalement permettre aux chercheurs de s'emparer de ces documents, même si ça a déjà commencé, parce que cet ouvrage est déjà un ouvrage historique. Mais ces archives fondamentales vont rejoindre les 50 millions de documents d'archives dont nous disposons. Et les archives, vous savez, dont nous disposons, nous les accumulons pour les mettre à la disposition des autres, pour les ouvrir à la recherche, pour les ouvrir à tous les projets qui peuvent naître à partir de documents de ce type. Mais quoi qu'il en soit, ce dépôt de documents d'archives exceptionnel ne pourrait se faire sans la confiance que Roger a envers le mémorial. Et également, il a compris, je pense, la portée historique de ces documents et la nécessité qu'il y avait de les mettre à la disposition du plus grand nombre, tout particulièrement dans ce moment extrêmement compliqué, extrêmement difficile que nous vivons. Donc, un grand merci du fond du cœur, Roger, pour cette confiance et pour la transmission de ces documents au mémorial.
Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, je souhaite d'abord remercier le Mémorial de la Shoah, son président Éric de Rothschild, son directeur général Jacques Fredge, pour l'organisation de cette soirée si émouvante, car elle est l'aboutissement d'un long processus qui m'a conduit à rendre compte de l'engagement de mon père, Alter, et de ma maman, Régine. En publiant avec l'aide si précieuse d'Alban Perrin, celle d'Anne-Julie Bémont, qui m'a conseillé dans la dernière étape, et Bernard Comment, mon éditeur, grâce à qui le livre est ce qu'il est. D'autres sont à remercier, et je pense naturellement à toutes et tous. Ce livre, c'est l'hommage que je devais rendre à mes parents, et au-delà à tous les membres de ma famille, les Feinzilberg, les Bessermann, ceux que j'ai eu la chance de connaître, même si les rangs se sont clairsemés, et ceux bien plus nombreux qui hantent mes rêves et mes cauchemars, qui ont été assassinés ou qui sont morts en combattant sur le front russe, en s'opposant à la monstruosité engagée par l'idéologie nazie et auquel je pense. En cet instant, vous le comprenez, comme en chaque jour qui passe, je souhaite avoir une pensée pour eux. Une pensée d'ailleurs qui, depuis le 7 octobre 2023, englobe les otages à Gaza qui vivent, parce qu'Israéliens, la barbarie de l'enfermement, de la torture, du viol et de l'humiliation, en espérant leur libération qui, j'espère cette fois-ci, ira au bout du processus. Que la souffrance des survivants ou le sacrifice de ceux qui ne reviendront plus contribuent en ce jour où nous espérons la fin de ce drame à débarrasser l'humanité des monstres terroristes et permettre au peuple de la région de trouver le chemin de la paix, de la coexistence, en garantissant enfin la sécurité d'Israël. Lors de mes premières rencontres avec la direction de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui a soutenu ce projet depuis l'origine, et je veux ici remercier ses présidents qui se sont succédés jusqu'à Pierre-François Weil et son directeur général, Philippe Alouche, pour leur confiance. À ce moment-là, je m'étais engagé auprès de Philippe à déposer les manuscrits d'Alter. J'imagine d'ailleurs que Philippe et ses collaborateurs aient pu douter parfois que ce projet irait jusqu'au bout, puisqu'il a commencé à se mettre en place dans ma tête en 2005 et que nous y avons travaillé depuis. Très rapidement, je m'étais engagé à remettre ces cahiers écrits par mon père entre septembre 1945 et le printemps 1946. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à répartir ces documents entre plusieurs institutions, le Mémorial de la Shoah à Paris, le Musée mémorial d'Auschwitz ou Yad Vashem à Jérusalem. Le respect pour les engagements de mon père m'ont fait hésiter jusqu'au bout entre le mémorial et Auschwitz. Mais des entretiens que j'ai eus avec des historiens et un dernier avec Jacques Fredge dans la cour d'une des écoles du quartier ici, ont fini par me convaincre qu'il ne fallait pas répartir ce document en plusieurs lieux et qu'il fallait lui conserver la force de l'unicité. Ma décision a donc été prise d'effectuer ce dépôt après que le livre serait publié et qu'avec Alban Perrin, nous n'aurions plus besoin d'en disposer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en plein accord avec ma famille, car nous sommes conscients que souvent la vie est faite ainsi que des documents importants disparaissent dans des déménagements, des rangements, des prises de décision parfois irréversibles, que nous connaissons tous. Et c'est autant de sources d'informations, d'inspiration et d'études qui disparaissent alors. J'en profite donc pour lancer un appel à celles et ceux qui disposent encore de documents.
Bien que spontanément vous soyez nombreux à avoir fait cette démarche et répondu à l'appel du CDJC hier, du mémorial aujourd'hui, à prendre du temps pour fouiller dans vos cartons, dans vos caves, dans vos greniers pour regarder les trésors de mémoire dont vous disposez et de les déposer vous aussi au mémorial. Mémorial qui vous donnera, comme à moi, l'assurance d'une conservation aux normes et standards les plus modernes, tout en conservant pour vos proches un droit d'accès naturel. Pour tout vous dire, je veux néanmoins reconnaître que pour la première fois de ma vie, moi qui me situe dans la veine de ce que m'ont transmis mes parents, à savoir d'avoir choisi la France pour construire notre avenir, comme Français et comme Juifs, eh bien pour la première fois, à cause de la montée du camp de l'antisémitisme dans le pays et au Parlement, j'ai douté un instant du bien fondé de mon choix et de celui de confier les documents à une fondation basée en France, certes au statut de fondation privée, mais dépendant de l'ambiance générale du pays, et je me suis posé des questions sur le meilleur usage de ces documents. Un instant, ai-je dit, un instant seulement, parce que, comme mes parents, j'ai pour ligne de conduite l'engagement et le combat pour un monde meilleur. C'est pourquoi, chers amis du mémorial, je vous confie aujourd'hui les 4 cahiers d'Alter et les documents complémentaires, qu'ils soient consultés et qu'ils servent aux travaux d'historiens et de tous ceux qui contribueront à transmettre la vérité. Oui, Karen Tayeb, qui est la responsable des archives, me dit que... Karen Tayeb, la responsable des archives, me dit en effet que j'ai à peine le droit de les toucher et qu'ils vont désormais rejoindre le sein des archives et qu'ils vont être numérisés, indexés, catalogués et vous aurez accès aux copies numérisées au centre d'archives. Mais je voulais vous montrer ce dont il s'agit. Voilà. Merci 1000 fois, Roger. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois. Donc moi, je m'empresse de le transmettre à la responsable des archives, qui va désormais veiller sur ces cahiers. Voilà, et comme tout don d'archives qui se respecte, ces messieurs vont signer la convention de don qui marque officiellement l'entrée des documents dans nos archives. Donc, bien entendu, les 4 cahiers dont il est question, qui sont intégralement reproduits dans l'ouvrage, et tous les documents complémentaires que Roger a bien voulu nous confier également pour nous permettre de conserver et de raconter l'histoire de sa famille, et d'autres à venir, certainement. Alors, on signe. On signe. Et on a pu passer avec Roger une partie de l'après-midi dans les magasins, dans les réserves d'archives du mémorial de la Shoah. Je pense qu'il est maintenant tout à fait rassuré sur les conditions de conservation et le soin qu'on va porter à la préservation de ces documents. Et encore une fois, Roger, merci de votre confiance. Merci à vous. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. J'aurais beaucoup de choses à dire, au fond. C'est une grande émotion d'avoir été embarqué dans cette aventure, dans un temps historique qui n'est pas celui qu'on souhaitait, et où tout ça résonne évidemment encore plus fort. Je veux remercier Anne-Julie Bémont, qui a été la courroie de transmission. Et quand j'ai eu connaissance du projet, j'ai eu immédiatement une position simple et nette, c'est qu'il fallait constituer l'archive. Ces textes sont écrits en polonais, ce n'était pas le geste le plus facile, ou en tout cas pas le plus commercial, mais c'était, à mon sens,
le seul positionnement qu'on pouvait prendre par rapport à cette archive qui désormais est livrée au public, est livrée aux analyses, est livrée aux commentaires qui vont venir, qui vont enrichir, et où s'ouvre aujourd'hui ce temps sous l'égide de la question de Paul Celan, qui témoigne pour le témoin. Merci. Est-ce que vous me permettez de dire un mot, en profitant de la présence de la présidente des Éditions du Seuil, de la satisfaction qui a été la mienne de confier à votre maison d'édition, et en particulier à Bernard et à ses équipes, ce manuscrit. Nous avons fait depuis plusieurs mois un travail formidable ensemble, et pour ma part, j'en suis très heureux. Merci. Alors écoutez, la tâche n'est pas aisée d'enchaîner, n'est-ce pas, sur cette table ronde qui n'est pas vraiment ronde, mais en tout cas de poursuivre cette évocation en vous donnant à entendre la genèse et puis les spécificités de cet ouvrage qui, je le dis tout net, est un des ouvrages événements qui s'inscrit dans la commémoration, dans cette séquence mémorielle, comme on le dit aujourd'hui, de la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Alors évidemment, il y a d'autres ouvrages qui sont sortis ou qui vont sortir. Je pense en particulier à l'ouvrage important de Piotr Siwinski, le directeur du musée d'Auschwitz, traduit en français par le Mémorial de la Shoah dans le cadre d'une coédition avec Kalman Levy, un confrère. Auschwitz, une monographie de l'humain. Dans quelques semaines, la publication de la thèse d'Alexandre Doulu. Mais avec cette publication, aujourd'hui, autour de laquelle nous nous retrouvons ce soir, ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, nous sommes véritablement autour d'une publication événement. Et qui dépasse de très loin, d'ailleurs, la publication opportuniste. Nous sommes dans un ouvrage qui fera date par son apport qui est d'abord celui de l'écriture de cet homme, Alter Fenzilberg, et puis aussi de la qualité exceptionnelle de l'édition, permettez-moi de le dire d'emblée, de l'édition et de la manière dont vous avez souhaité enserrer cette publication dans un travail à la fois historique, on va y revenir, porté par Alban Perrin, et humain, pour faire en sorte que la vie d'Alter Fenzilberg ne se résume pas à ces années dans les tourments du Sonderkommando Auschwitz-Birkenau, mais bien comme une étape, aussi tragique soit-elle, d'un parcours au long cours qui ne débute pas le 27 mars 1942 et qui ne s'achève pas en mai 1945. Alors, la voix des membres des Sonderkommando apporte par ailleurs un regard, vous le savez toutes et tous, un regard unique sur l'accomplissement de la Shoah, et notamment dans son épicentre européen à Auschwitz-Birkenau. Jacques Fredge l'a rappelé en introduction. Vous le savez aussi, elle est restituée par de rares manuscrits exhumés de la terre de Birkenau, dans les dessins de David Holler également, ou dans des témoignages écrits après la guerre. On pense notamment à Philippe Muller, que Claude Lanzmann avait filmé dans Shoah, ou plus récemment Maurice Benroubi ou Shlomo Venedia. Cette voix singulière, nous plonge au cœur de l'anéantissement. La singularité du parcours des hommes du Sonderkommando a été pendant plusieurs décennies, nous y reviendrons sans doute, et peut-être aujourd'hui encore, très difficile à percevoir, à admettre, dans la conscience collective, au-delà du cercle des historiens. La publication du recueil, il y a 20 ans, déjà, Les Voix sous la cendre, à laquelle vous aviez déjà été associé, Philippe Ménard, avait été fortement remarqué. Longtemps, néanmoins, les Sonderkommando semblaient appartenir à un cercle éloigné, propre à l'histoire de Birkenau, mais sans lien évident avec la France. Il n'en est rien, évidemment, et c'est ce que nous allons là aussi aborder ce soir. Ce soir, nous nous retrouvons donc autour du parcours singulier de l'un de ces membres du Sonderkommando, Julie Mac l'a rappelé, déporté dans le premier convoi parti de France, le 27 mars 1942, qui survit et qui écrit en polonais, dès l'après-guerre, ces terribles souvenirs qui sont désormais offerts à la connaissance du plus grand nombre. Alors,
Pour approfondir cela et pour mieux découvrir l'ouvrage, nous sommes donc réunis autour de Roger Fenzelberg. Vous n'êtes pas que le fils d'Alter et de Régine, mais vous l'êtes aussi. Vous avez été directeur général de l'œuvre du secours, de l'œuvre de secours aux enfants. Vous avez été maire de Sèvres et vous exercez aujourd'hui un certain nombre de responsabilités, que ce soit au Fonds social juif unifié, au sein de l'Union des déportés d'Auschwitz et de la Maison de la culture yiddish. Nous allons nous retrouver aussi autour de l'historien qui, prolongeant la préface de Serge Klarsfeld, Alban Perrin, qui avait restitué dans toute sa profondeur ce qu'avait été le parcours à Birkenau de Alter Fenzelberg. Alban Perrin, vous avez enseigné à l'université de Katowice avant de rejoindre le mémorial de la Shoah en 2004 comme coordinateur des voyages d'études et puis ensuite et désormais comme coordinateur de la formation. Et je souligne également que vous êtes enseignant également à l'Institut, à l'IEP de Bordeaux. Pour mettre là aussi en résonance cette publication avec un corpus plus large et pour aussi souligner les singularités de l'expérience et de la voix d'Alter Fenzelberg, nous avons également convié Philippe Ménard. Philippe Ménard, vous êtes professeur des universités en littérature comparée, chercheur au CELIS et vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France. Je soulignerai également que vous avez été le directeur de la Fondation Auschwitz à Bruxelles et que vous dirigez à présent la revue Mémoire en jeu. On peut le dire également, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des manuscrits des Sonderkommando. Alors, Bernard Comment a dit combien, pour les éditions du Seuil, cette publication était aussi un événement. Roger a, en introduction, déjà expliqué ce processus au long cours, mais ce que je vous propose, c'est qu'avec nos différents intervenants, nous revenions sur les différentes facettes brièvement. Nous avons une petite heure, alors je serai bref. Mais en tout cas, Roger, j'aimerais beaucoup qu'on débute cette table ronde pour que vous reveniez avec nous sur ce que cette publication représente comme témoin d'une œuvre de fidélité et aussi de longue haleine. Vous nous avez parlé d'un travail entamé en 2005. Roger, pouvez-vous revenir pour nous sur la genèse de ce projet ? C'est en effet un projet qui a pris du temps et qui a évolué grandement parce que, au point de départ, ce que je voulais, c'était publier les cahiers d'Alter avec un certain nombre d'éclairages qui permettraient à ceux qui ne sont pas spécialisés sur ce temps de l'histoire de comprendre un certain nombre de faits qui sont rapportés dedans. Donc, mon projet au départ était uniquement faire traduire et commenter. Et c'était l'idée d'un ouvrage destiné aux membres de ma famille et à nos très proches. Je n'imaginais pas, ou je n'imaginais pas encore, l'évolution qu'aurait ce projet. Pourquoi ? Parce que mon père a écrit ses cahiers dès septembre 1945. Il a témoigné en Pologne, auprès de la commission polonaise chargée d'instruire il a témoigné auprès de différents organismes, particuliers dans un train entre la Pologne et la Hongrie, entre l'Allemagne et la Hongrie. Il a témoigné en 46, début 46, je crois, auprès d'une commission à Reims, commission française. Et c'était normal que toutes
ces commissions officielles s'adressent à un homme comme lui, comme à d'autres, parce que il avait été déporté dans le premier convoi. Être déporté dans le premier convoi parti de France, ça veut dire arriver à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'était pas encore un camp d'extermination. Je dirais c'était un petit camp encore, dans lequel il y avait exclusivement concentré des Allemands, des Polonais, des soldats russes, un certain nombre de Juifs polonais, mais pas beaucoup plus. On n'était pas encore dans le processus de mise en place de Birkenau et du camp d'extermination. Mon père a été pendant 18 mois dans les Sonderkommando et c'était exceptionnel de survivre 18 mois dans les Sonderkommando et de ne pas être mis à mort. Alors, il en avait des choses à dire, et puis à dire aussi sur la prise des photos, par exemple. Et à ce moment-là, moi, ce que je constate, c'est qu'au fond, on ne s'est pas beaucoup tourné vers lui, mais pas lui seulement, d'autres comme lui, pour témoigner et raconter. Il a écrit ses cahiers en rentrant, lui qui n'était pas un intellectuel, lui qui n'avait pas été à l'école en Pologne, lui qui avait appris à se cultiver dans les prisons polonaises auprès d'autres détenus où il avait appris à lire, à écrire et il avait appris beaucoup de choses. Il était même militant espéranto à l'époque. Et cet homme qui écrit ses cahiers immédiatement après être rentré et avoir subi tout ce qu'il a subi, il ne les a écrits que pour témoigner. Ça n'était pas pour faire œuvre littéraire. Et pourtant, ce matériau de témoignage n'a pas été exploité à l'époque. Et donc, pendant des années, c'est resté dans cette boîte à chaussures. Alors, il y a plusieurs facteurs, il n'y en a pas qu'un, bien évidemment. Je veux dire ici, parce que je crois que c'est le moment de dire l'entière vérité, ou en tout cas la vérité telle que je la porte. Je crois que pendant longtemps, la question de la survie de quelques membres de Sonderkommando a fait question, y compris auprès des organisations de la résistance et des institutions. Les membres de Sonderkommando ne devaient pas vivre. Il était anormal qu'ils survivent. S'ils ont survécu, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est qu'on les a progressivement mis à l'écart et que l'accent, l'éclairage a été mis par les gaullistes sur les uns, par les communistes sur les autres, chacun exploitant ou racontant la saga de ceux qui avaient fait des choses extraordinaires aussi. Si vous voulez, je ne suis pas là pour dire que les uns ont fait, les autres n'ont pas fait, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que mon père, qui aurait dû être mis sur le devant pour raconter, et pas pour l'honneur ou pour sa gloire personnelle, pour servir à la vérité, eh bien que cela n'a pas été fait comme cela. Et j'ai porté pendant des années et des années cette question, qui fait d'ailleurs que pendant longtemps, et je le dis avec regret devant Serge et Beate Klarsfeld, je ne me suis jamais engagé dans les associations de mémoire. Je portais ma mémoire, mais je savais qu'on ne l'entendait pas. Et donc, moi, je me suis engagé dans le combat militant, social, politique. Et puis, les choses faisant, au bout d'un moment, mes parents ont disparu, mes enfants sont nés et ont grandi. Il m'est apparu qu'il était important de sortir ce qui devait être montré et raconté. Et il s'est produit un certain nombre de faits, avec un point d'orgue en particulier, qui a été le voyage que j'ai fait à Buchenwald avec les anciens enfants de Lozé, Jean-François Gutmann, est là pour s'en souvenir, au moment du 60e anniversaire de la libération de Buchenwald, nous avons, en tant que président et directeur général de Lozé,
accompagner les anciens enfants de Buchenwald. Et à ce moment-là, il s'est passé un événement qui, moi, m'a bouleversé. C'est que pendant les discours dans la grande salle où était présent le chancelier allemand et Jorge Semprún en tant que représentant de l'Association internationale des déportés de Buchenwald, Jorge Semprún s'est exprimé en disant que bientôt, il n'y aurait plus personne pour témoigner, pour raconter. Et à ce moment-là, un des membres de la délégation française se dresse dans l'amphithéâtre et hurle en disant « Nous serons toujours là ». Et moi, ce fait m'a bouleversé. Et je suis rentré chez moi, et quelques jours, quelques semaines après, un soir, je suis descendu dans mon bureau et j'ai commencé à défaire la ficelle qui fermait cette boîte et à l'ouvrir. Et là, j'ai trouvé des cahiers, et des cahiers écrits en polonais. Polonais que je ne sais pas lire, que je ne comprends pas. Je pensais qu'ils auraient pu être écrits en yiddish, ça aurait été plus simple pour moi, mais ils étaient en polonais. Donc voilà, s'ouvrait une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'ils contenaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Et c'est à ce moment-là que, grâce à Cathy Hazan, la directrice du service d'archives et d'histoire de l'OSE, qui m'a poussé à le faire, je suis venu dans cette maison, j'ai rencontré ses responsables qui m'ont dit « Oui, c'est un matériau sans doute extraordinaire. Votre père a été dans les Sonderkommando, on connaissait son histoire de parce qu'il y avait comme document à Auschwitz. » Et ils m'ont proposé de prendre ces documents et en me disant on va en exploiter des éléments dans la revue du mémorial. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit non. Je n'ai pas gardé cela pendant des années pour que ça parte un peu n'importe comment, excusez-moi de dire ça, sans que j'en ai le moindre contrôle, sans que je ne sache comment on allait utiliser ces documents. Et donc j'ai dit non, je préfère les garder. Et à ce moment-là, on m'a présenté Alban Perrin, jeune historien à l'époque, toujours historien d'ailleurs, hein, qui parle polonais. Et nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble et que je confie petit bout par petit bout des manuscrits à Alban pour qu'il les traduise et qu'on aille fouiller sur ce qu'il y avait dedans. Voilà quel a été le point de départ. Je m'arrête là. Bon, merci beaucoup, Roger. On aura l'occasion peut-être évidemment de revenir sur les étapes qui ont suivi avec vous, mais merci de cette transition formidable, puisque on va maintenant peut-être prolonger cet échange avec Alban pour comprendre toutes et tous ce qu'a été au-delà de ce passage, non pas de relais, mais ce travail désormais qui s'est engagé avec Roger, ce qu'a été votre intervention plurielle, hein, je crois comprendre comme historien, mais pas que, dans la publication de cet ouvrage, cher Alban. Merci beaucoup, Alban et Patricia, qui se cachent là-bas à côté du directeur du mémorial et sans laquelle je n'aurais jamais réussi à traduire tout ça. Donc, je vais prendre le récit là où Roger l'a interrompu. C'est le moment où la responsable de la photothèque du mémorial me demande de descendre, puisqu'il y a là un monsieur avec des documents en polonais. Donc, je quitte à ce moment-là la logistique et le quotidien, l'organisation des voyages d'études pour descendre. Et donc, et je rencontre Roger, et donc je raconte un peu la rencontre dans le livre. Donc je suis là dans le hall du mémorial et un monsieur visiblement tout à fait sincère explique que son père a été déporté, qui est un ancien de la guerre d'Espagne, brigade internationale, a été déporté dans le premier convoi, qu'il a survécu, qu'il a fait partie du Sonderkommando, qu'il a participé à l'organisation de la résistance du Sonderkommando, à la prise des photographies clandestines du Sonderkommando, qu'il a survécu jusqu'à l'évacuation d'Auschwitz, qu'il s'est évadé pendant les marches de la mort, qu'il a témoigné dès 1945 et qu'il a rédigé des cahiers qu'il a en son possession et dont il aimerait connaître le contenu.
je me suis dit... Mais il faut tout dire. Faut tout dire. Je me suis dit, il dit, il est sincère, mais tout ne peut pas être vrai, parce que si son père a fait tout ça, il est mort 10 fois. Voilà. Et donc, je reviens à la maison avec ces documents-là, et puis il y avait d'abord un document dactylographié. Et donc, avec Patricia, on a commencé par regarder le contenu de ce document dactylographié. C'est le premier document qu'on a remis à Roger. Et puis là, on a eu une désillusion en ouvrant le recueil des Voix sous la cendre, puisqu'on s'est rendu compte, après avoir fait cette première traduction, que le document qu'on avait traduit avait déjà été publié, puisqu'en fait, il s'agit... Je vous donne tous les tâtonnements, puisqu'il s'agissait du témoignage d'Alter Fanzilberg, sous le nom de Freund-Zilber ou Fanzilber, devant la commission d'enquête polonaise sur les crimes hitlériens à Auschwitz, avec deux qui avaient témoigné à cette occasion-là en avril 1945, avec deux autres rescapés du Sonderkommando qui, comme lui, étaient d'origine polonaise et s'étaient enfuis pendant les marches de la mort, Henrik Tauber et Shlomo Dragon. Et donc, on s'est dit, bon, alors ce document existe déjà, mais déjà, on remarque que, et ça va être un des fils de cette histoire, que le nom d'Alter Fanzilberg n'est jamais le même, puisque en 1945, le nom qui apparaît, c'est Fanzilberg avec un E et sans un S et sans le G à la fin, et que, en outre, il témoigne aussi sous le nom de Stanislav Jankowski, qui est le nom en fait sous lequel il avait été déporté. C'est le nom qu'il avait donné à la police française au moment de son arrestation. Stanislav Jankowski, Patricia pourrait vous le dire mieux que moi, c'est comme dire aux gens qui vous arrêtent, je m'appelle Pierre Dupont. Voilà, c'est le nom qu'on a dans les manuels lorsqu'on commence à apprendre le polonais, c'est Pani Jankowski, Pani Jankowska. Voilà. Et c'est un nom qu'il va conserver jusqu'après la libération, puisqu'il avait un temps, Roger en parlera mieux que moi, le projet peut-être de retourner en Pologne, participer à ce qu'il espérait être une société socialiste correspondant à son idéal. Et donc, traduction, on commence ensuite la traduction de ces cahiers. Et il y a un travail de déchiffrage de cette écriture. Et lorsque vous aurez le livre entre les mains, vous verrez qu'il y a une écriture extrêmement dense. Et on s'est vite heurté sur un certain nombre de termes qu'il fallait lire à haute voix pour comprendre qu'en fait, il s'agissait de la translittération en polonais de termes du camp, des termes allemands en réalité. Et donc, on arrive à une première traduction du cahier rouge et du cahier jaune dans lequel Alter Fanzilberg raconte son évasion. Mais on comprend qu'une fois qu'on a ça, il va falloir faire tout un travail pour reconstituer son itinéraire, son parcours et éclairer les multiples faits qui sont évoqués par Alter Fanzilberg dans ses cahiers. Et à ce moment-là, je contacte une guide, une archiviste du musée d'Auschwitz que Olivier connaît également, Dorota Rischka, et je lui dis est-ce que au musée d'Auschwitz il y a des éléments sur le Alter Fanzilberg? Et elle me répond oui, mais alors il faut que tu viennes, il y en a trop. Et donc un été, je prends le train depuis chez mes beaux-parents pour tout vous dire, et je descends à la Pologne du nord au sud, et donc le lendemain matin, je rencontre Dorota Rischka aux archives, et je me retrouve avec une pile comme ça, de volumes intitulés Oświadczenia, c'est-à-dire déclaration, témoignage. Et là, je découvre ce qu'on n'avait pas encore identifié à ce moment-là, c'est qu'en 1985, Alter Fanzilberg avait répondu à l'invitation du musée d'Auschwitz et avait témoigné et délivré plusieurs témoignages, dont vous avez l'enregistrement audio sur des cassettes et qui ont été retranscrits par les archivistes du musée d'Auschwitz, avec notamment des plans des chambres à gaz crématoires, le tout authentifié et signé par Alter Fanzilberg. Et donc voilà un autre volume à traduire, Gloops. Et donc ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver à tout traduire, mais après, il y a peut-être un autre élément que je laisse pour ne pas monopoliser le propos, c'est qu'il a fallu reconstituer tout le parcours de cet homme qui est arrêté qui est né dans ce qu'on peut appeler un shtetl, qui a été arrêté une première fois en 1926 à l'âge de 15 ans, alors qu'il est apprenti menuisier, et qui va rentrer dans la clandestinité, le Parti communiste, partir en Espagne. Enfin, donc après, il a fallu reconstituer tout ce parcours. Et à ce moment-là, on a ouvert un document Word que j'ai intitulé « Ce que nous savons du parcours d'Alter Fanzilberg ». Et puis, ça aboutit au chapitre que vous savez maintenant à la fin du livre. Je m'arrête là peut-être pour l'instant.
Mais pas du tout. On a encore le temps, un tout petit peu, sans abuser du vôtre, mesdames et messieurs, évidemment. Mais Alban, bon, la traduction, on a compris, l'œuvre collégiale avec Patricia, mais en vérité, votre intervention, elle ne se résume pas à cela. Et il suffit de parcourir l'ouvrage pour comprendre ce qui fait aussi une des singularités de cette édition. C'est que, étant serré dans ce récit, des notes historiques qui ne sont pas là pour être bavardes, mais qui sont là pour recontextualiser, préciser, conforter, parfois non pas relativiser, mais en tout cas poser un certain nombre de questions là où elles se posent. Et c'est aussi votre travail, me semble-t-il, dans ce projet. Oui, alors on a décidé à un moment de reproduire donc le texte avec uniquement des notes de bas de page expliquant les termes liés à l'histoire du camp d'Auschwitz et un certain nombre de mots polonais assez intraduisibles, notamment lorsqu'il parle des exécutions dans la morgue du crématoire 1, il parle de rozwalki, et ça veut dire une petite démolition, enfin, c'est un terme à peu près intraduisible littéralement. Donc inclure, et puis tout ce qui concerne les noms propres et les termes, et puis en fait tout ce qui concernait le parcours et toutes les informations liées à la fois au parcours à Tafanzilberg et à ce qu'il nous apprend de l'histoire d'Auschwitz, de les mettre dans une autre partie pour ne pas finalement rendre l'ouvrage final illisible, tant il y avait de choses à mettre en perspective dans les cahiers d'Alter Fanzilberg. Et il se posait aussi la question de savoir que faire de tous ces autres témoignages qui ont été délivrés à de multiples reprises par Alter Fanzilberg, donc dès avril 1945 à Cracovie, puis lors de son arrivée en France en septembre 1945, dans un train entre la Pologne et la Hongrie en mai 1945, lors de sa sollicitation par les autorités de la justice ouest-allemande en 1974, puis d'une correspondance avec le musée d'Auschwitz, puis ces témoignages. Donc on a décidé finalement de d'intercaler dans ce récit historique des passages importants de ces témoignages postérieurs qui viennent compléter le contenu des cahiers. J'espère qu'on aura l'occasion de lever un certain nombre d'apports sur le plan historique que délivre le témoignage d'Alter. Mais merci Alban. On va poursuivre cette discussion avec vous maintenant, Philippe Ménard. Je l'ai dit, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des manuscrits des Sonderkommando. Vous êtes aussi un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste de l'œuvre de Primo Levi, pardon de le dire ainsi. On a toutes et tous envie de vous entendre sur ce qu'à vos yeux apporte cet ouvrage, et si vous pouviez peut-être éclairer cette soirée en remettant en perspective, n'est-ce pas, cette publication et cette voix par rapport à ces différentes voix des Sonderkommando, cher Philippe. Oui, alors je vais essayer. J'ai plutôt essayé de poser des questions que d'apporter des réponses, mais disons que, bon, pour employer un gros mot, méthodologiquement, quand j'ai vu ce texte, d'abord, effectivement, on l'avait publié dans cette édition avec Georges Bensoussan et Carlo Saletti, la déposition qu'il avait faite au procès de Cracovie, et donc son nom n'était pas du tout inconnu, et en plus il était associé à la prise des photos. Et je pense qu'effectivement, un des grands apports, on peut dire, historique, à la fois du point de vue historiographique et sur le plan de la reconstitution des photos, donc qui sont un acte de résistance très important, son témoignage est central. Mais effectivement, l'étonnant, c'est qu'il témoigne juste après-guerre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont témoigné juste après-guerre parce que, on peut penser à effectivement David Holler avec les dessins, on peut penser à Marcel Nadjari, donc, qui a été publié il y a peu de temps, qui a écrit des cahiers juste après-guerre, mais il y a très peu de rescapés,
et encore moins de Sonderkommando qui ont témoigné après-guerre. Alors, c'est pas simplement que je pense qu'effectivement, il y avait peu d'écoute, et a fortiori pour les Sonderkommando, il faut voir que un des manuscrits de Zalman Gradowski, donc, qui était un manuscrit enfoui, qui a été récupéré, n'a été publié en Israël qu'en 1977, alors que celui qui en avait le dépôt est arrivé en 1946 en Israël. Donc tout ça a mis énormément de temps. Bon, évidemment, il y avait la spécificité de la charge des Sonderkommando qui à la fois effrayait et était mise plutôt à l'écart. Mais donc, déjà, il y a quelque chose d'assez étonnant dans le fait d'écrire juste après-guerre, pour un Sonderkommando. Après, il y a autre chose qui est sur le plan de la langue, il témoigne en polonais. Il écrit en polonais. Alors, qu'il témoigne en polonais au moment des procès, c'est normal, puisque c'est une instruction polonaise, et c'est un tribunal polonais qui lui demande. Bon, il aurait pu choisir le yiddish, parce qu'il parlait yiddish de toute façon, c'est bien évident, et je pense qu'il l'écrivait aussi. Bon. Mais voilà. Alors ça aussi, c'est assez étonnant, parce qu'il choisit cette langue. Donc déjà, effectivement, et la publication à ce niveau-là est remarquable parce qu'on voit effectivement, il y a la transcription, il y a les facsimilés et il y a votre traduction. C'est un effort énorme parce que c'est un effort énorme pour quelqu'un qui, et vous l'avez dit, on l'apprend dans le... et ça, je ne savais pas évidemment, qui n'a pas de formation intellectuelle. Qui n'a pas de formation intellectuelle, ça pour qui l'écriture n'est pas un geste qui vient naturellement pour s'exprimer. Alors, ça me permet de revenir aux témoignages, ceux sur lesquels j'ai travaillé et que j'ai publié avec Carlos Saletti, Georges Bensoussan ou séparément en ce qui concerne Gradowski. Vous avez 5 Sonderkommando qui, à Auschwitz, il y en a certainement plus qui ont écrit et qui ont déposé, mais leurs textes n'ont pas été retrouvés. En tout cas, il y a 5 Sonderkommando qui ont été identifiés, qui ont rédigé 8 manuscrits. En fait, il y a 8, disons que ça peut être 10, parce qu'il y en a qui étaient dédoublés, et qui les ont enterrés près des crématoires avant d'être assassinés, pour la plupart au moment de la révolte. Leventhal a été assassiné un peu après. Tous ces hommes, alors il y a Hermann Strassvogel qui a été identifié par Karen Tayeb. Il y avait une erreur qui a duré pendant quelques décades sur son nom. Zalman Gradowski, Zalman Leventhal, Leib Lamphus et Marcel Nadjari. Marcel Nadjari a survécu. Mais c'était tous des Sonderkommando qui avaient déjà une histoire avec l'écriture et en tout cas qui étaient cultivés. Ça se note tout simplement par les références qu'ils font, par les références qu'ils font à la culture yiddish, par les références qu'ils font à des écrivains de leur culture. Donc c'est des gens qui avaient déjà, comme on peut dire pour nombreux, la plupart des témoins qui ont fait œuvre, qui avaient déjà des bagages culturels. Et donc pour qui, d'une certaine manière, la résistance passait aussi par là. C'était témoigner, mais aussi convoquer avec eux quelque chose qui leur était cher, et puis qui leur était cher à travers la langue, à travers la culture, c'est-à-dire la préservation de la culture et de la langue yiddish. Et on voit en les traduisant qu'effectivement, il y a de multiples références. Et puis il y a un travail du style. Alors que là, on est sur une toute autre phrase. On est sur une phrase qui est beaucoup plus simple, mais c'est une phrase qui est en polonais. Alors, je ne dis pas le polonais, mais donc, à travers votre traduction, effectivement, on se dit, mais quel effort a-t-il fallu pour cet homme d'écrire, non pas dans le cadre juridique, non pas dans le cadre, on peut dire, public, là où il avait été convoqué, mais pour lui, mais pas simplement pour lui, de retranscrire tout ce témoignage, le témoignage de ce qu'il avait vécu. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui laisse effectivement assez étonné. Et on se dit que voilà, c'est-à-dire qu'il y a une drôle de dialectique. Hein, je dis ça en le pensant maintenant, il y a une drôle de dialectique. Parce que les Sonderkommando, ils étaient appelés par les SS les Geheimnisträger, c'est-à-dire les porteurs de secrets.
Et là, on voit quelqu'un qui a témoigné après-guerre devant des tribunaux et qui se retrouve avec comme un secret en lui, qu'il n'a pas pu exprimer dans le cadre des tribunaux. Parce que, bon, témoin, c'est quoi un témoin? Un témoin, la plupart du temps, il témoigne dans un cadre juridique, ou depuis deux décades devant une caméra, dans des écoles. Il y a un cadre dans lequel les témoins viennent témoigner, et qui va, d'une certaine manière, conditionner leurs paroles. Quand on ne s'adresse pas à un élève ou des étudiants ou même à une caméra en sachant que ça va être archivé de la même manière, même si on parle de la même expérience. Et là, et je pense que c'est vraiment très important d'un point de vue, ce qu'on appelle en littérature génétique littéraire, là où ça va se créer, et là où il y a un travail de création, il y a quelque chose qui va se générer. Et là, il témoigne seul. Alors évidemment, il a déjà témoigné devant, mais il va témoigner seul, il va écrire pour quelqu'un qui n'a pas de formation intellectuelle, qui n'est pas cultivé, qui est un autodidacte, alors qui est cultivé en tant qu'autodidacte. Et il va écrire en polonais. Alors, le polonais, c'est encore une autre énigme. C'est une question aussi, je peux vous renvoyer, parce que le polonais, d'une certaine manière, voilà, ce que je me suis dit, et je peux tout à fait me tromper, pour lui, c'était la langue politique. C'est quelqu'un qui s'engage très tôt, qui est un militant, et on voit de toute façon dans son texte qu'on a affaire à un militant, à quelqu'un qui est extrêmement engagé et qui a l'organisation de son engagement en tête. Et l'organisation de son engagement en tête lui permet certainement de tenir dans les zones de recommando, et après de survivre, d'arriver à survivre. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui le porte parce que, pas simplement, on peut dire, d'un point de vue cognitif, mais d'un point de vue idéologique, parce qu'il combat les fascistes. Alors, fasciste, c'est un terme générique qui, dans le langage des communistes de l'époque, incluait les nazis, mais de toute façon, partait déjà de la guerre d'Espagne. Donc il combat, et après-guerre, dans le langage communiste stalinien, les fascistes, ça pouvait même être les Américains. Henrik Mandelbaum, quand il témoigne juste après-guerre, il parle aussi des fascistes, mais impérialistes. Bon, un peu fasciste, impérialiste. Et donc c'est quelqu'un qui a cette force d'être un militant engagé, qui s'engage sur le front en guerre d'Espagne, donc qui va risquer sa vie et qui effectivement traverse son expérience aussi avec cette force. Et c'est certainement cette force-là qui lui permet aussi, d'une certaine manière, de se mettre à l'écriture pour témoigner de façon isolée et remplir ses cahiers. C'est un peu ce que je me suis dit. Alors, vous pouvez tout à fait me dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que le polonais est extrêmement étonnant parce que tous les témoignages... alors bon, effectivement, il y a Strasvogel, il témoigne en français, Nadjari témoigne en grec, mais les autres témoignent en yiddish. Parce que c'est leur langue, mais ce n'est pas simplement ça. C'est aussi une manière finalement de continuer à faire vivre le Yiddishland et toute la culture yiddish. Et je pense que ce qui est très important ici, c'est qu'on voit qu'on a quelqu'un qui finalement il continue la lutte. Il continue avec cette langue qui est sa langue politique. Qui est sa langue politique. Il a été emprisonné parce qu'il était communiste à l'âge de 15 ans. Il a continué à être emprisonné. Il a fait combien? 5 ans de prison, c'est ça? Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui est porté politiquement par cette langue. Donc c'est sa langue politique. Donc c'est pas la langue... Justement, c'est pas une langue qui va être simplement pour lui, parce qu'on aurait pu dire, il témoigne pour se resubjectiver, il témoigne pour se reconstituer. Mais là, on a quelque chose qui est en plus, qui est témoigner dans cette langue, en reconstituant toute son expérience, pour que cette langue soit aussi une langue qui va pouvoir être adressée à on peut dire, des destinataires
qui partagent la même lutte que lui. Alors l'étonnant, c'est qu'effectivement, les cahiers restent comme en suspens et ne sont pas communiqués. Vous voulez que je réagisse? Vous souhaitez que je réagisse un peu? Oui, oui. Écoutez, je suis pour l'essentiel d'accord avec l'analyse que vous faites. Je pense qu'il y a un terme qui résume mon père, c'est son engagement militant. C'est son engagement militant. Moi, un des textes qui m'a le plus bouleversé dans ce que j'ai retrouvé, c'est un projet de tract qu'il a écrit en 1946 au nom d'une association qui n'a pas dû exister très longtemps, des anciens combattants des brigades polonaises en Espagne, qui est une adresse aux dirigeants du monde libre, en gros, en polonais, sur le thème « Nous avons vaincu et mis à bas Hitler, nous avons vaincu Mussolini, continuons et mettons à bas Franco ». Pour lui, la guerre n'était pas finie. Et si vous voulez, ça résume parfaitement ça illustre parfaitement ce que vous exprimez. Et la langue polonaise, effectivement, était la langue d'un militant qui avait fait le choix de se dire juif, certes, mais polonais, et s'adressant au peuple polonais, à ses camarades de combat polonais, etc., de la même manière qu'il avait choisi de rester dans la brigade Dąbrowski en Espagne et de ne pas rejoindre Budwin, par exemple, où se retrouvaient les combattants juifs. Voilà, tout ça, c'est un continuum dans son... Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui l'a aidé à survivre, parce que souvent on me pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il a tenu le coup ? Alors, il y a plein de facteurs qui sont les mêmes que pour tous les autres. Le hasard, la chance, la force physique, psychologique, mais l'engagement militant, la croyance que, de toute manière, l'Allemagne nazie serait vaincue, que les Soviétiques l'emporteraient, parce qu'ils ne s'intéressaient pas trop à ce qui se passait à l'Ouest, que les Soviétiques l'emporteraient, et qu'on pourrait reconstruire quelque chose. D'ailleurs, à un moment, et ça a été dit par Alban tout à l'heure, il s'est posé, comme ses autres camarades des brigades internationales, la question de savoir s'il restait en France ou s'il retournait en Pologne pour participer à la construction du socialisme. Oui, c'est une question. Et il a fait partie d'une délégation de 3 qui ont été envoyés en Pologne pendant plusieurs semaines pour examiner les conditions de leur réinstallation en Pologne. Je crois qu'ils avaient suffisamment d'expérience pour se dire que les choses ne sentaient pas obligatoirement très bon pour eux et qu'il valait mieux rester en France. La plupart sont restés en France, certains sont retournés en Pologne, mais en sont partis en 1956. Voilà. Parce que juif, évidemment. Alors, et d'une certaine, si je peux me permettre, ce texte est presque, alors pas simplement parce qu'il est en polonais et qu'on a affaire à un militant, mais c'est presque la pièce manquante des autres témoignages des Sonderkommando enfouis. Parce que, en fait, ces 5 Sonderkommando qui ont enfoui leur texte n'avaient pas de formation politique. Alors, Gradowski il pouvait être sioniste, mais ils n'avaient pas la formation politique militante de votre père. Et notamment, il y a 2 éléments qui sont importants, qui traversent l'ensemble de ces textes. Ces sentiments d'abandon. Bon, on ne sent pas ce sentiment d'abandon. Pourquoi ? Parce que précisément, face à la terreur à laquelle ils étaient confrontés au jour le jour, et de voir effectivement brûler leur peuple au jour le jour, il y avait quelque chose qui, effectivement, le portait avec un esprit militant. Et donc, le sentiment d'abandon qui est présent dans les autres textes, d'abandon à l'intérieur du camp, d'abandon du monde, et de voir effectivement ces convois qui arrivaient, surtout avec la déportation des Juifs hongrois qui a été effectivement par centaines de milliers, eh bien, on voit qu'effectivement, ça s'exprime autrement. Bon.
L'autre chose, c'est que pour les Sonderkommando comme Leventhal ou Gradowski, à un moment, quand ils préparent la révolte, dont Alter Feinsilberg est un des cadres, hein, eh bien, ils sont en attente ou ils sont à la recherche de membres, de soldats par exemple, qui ont un savoir-faire pour organiser un groupe, un commando. Pas un commando de travail, mais un bataillon. Et qu'effectivement, on voit bien que lui, il a cette formation. Il a cette formation parce qu'il a fait la guerre d'Espagne, parce que c'est un militant, parce qu'il a été responsable de section, et parce qu'il sait se battre. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et ça, donc il y a quelque chose qui vient d'une certaine manière, avec vos 20 et quelques années de gestation pour arriver à cette publication, apporter la pièce manquante en écho de cette voix collective des Sonderkommando qui témoigne de ce qui pouvait y avoir dans les chambres à gaz. Merci beaucoup Philippe. Bon, vous le comprenez, on pourrait passer beaucoup plus de temps que nous en avons. Et nous allons passer évidemment à un échange avec la salle, mais quand même, moi j'aurais 2 questions, si vous le permettez. C'est un privilège qui sera bref. La première, c'est quand même de rappeler l'âge qu'avait Alter Feinsilberg le 27 mars 1942 quand il est déporté, qui nous permettra de prendre aussi mieux la mesure de ce qui suit. Roger. 31 ans, il est né en 1911. Voilà. Donc c'est déjà un homme mûr avec un passé derrière lui de militant. Et ce passé de militant, Philippe a juste, de façon tout à fait juste, pardon de le souligner ainsi, vous avez évoqué que vous sentiez cette écriture de militant également dans cette publication, mais pour avoir parcouru le manuscrit, on sent aussi non pas qu'il règle des comptes, mais qu'il livre une partie de l'histoire, alors même que l'histoire de la résistance à Birkenau est en train d'être écrite par d'autres d'une manière qui ne correspond pas à ce qu'il a perçu et porté. Et donc ça, je trouve vraiment que c'est aussi une dimension tout à fait importante qu'on retrouve dans l'écriture, dans peut-être les motivations aussi de cette écriture-là. L'apport du livre est aussi, vous l'avez souligné, mais je pense que c'est un aspect qu'on doit absolument mieux mettre en valeur encore, c'est ce rôle qu'il a été le sien de cadre dans la résistance clandestine au sein du groupe des Sonderkommando à Birkenau, qui se livre au grand jour au moment de l'insurrection du 7 octobre 1944, mais et par le témoignage d'Alter et par le travail historique qui a été fait avec Alban, vous éclairez aussi cet aspect des photographies, hein, vous l'avez souligné Philippe, hein, mais je rebondis dessus, parce que pour la première fois en tout cas, accessible au public français, on a un éclairage historique et des éléments d'explication qui jusqu'alors manquaient pour recontextualiser, le mot n'est pas juste, pour mieux comprendre d'où viennent et dans quelles conditions ces photographies-là ont été prises. Et j'aimerais bien entendre quelques instants Philippe ou Alban, ou brièvement, mais pour notre public ici, et ces photos qu'on va beaucoup revoir sans doute dans l'icône, dans le paysage médiatique dans quelques semaines, qu'on leur redonne toute leur profondeur à la fois humaine et historique, et de ce point de vue, l'ouvrage apporte des éclairages tout à fait exemplaires. Je vous en prie. Alors effectivement, je veux bien dire un mot là-dessus, puisque au lendemain de la guerre, les photographies du Sonderkommando, elles ont été attribuées par la commission d'enquête polonaise à, en particulier, David Chmielewski, dont le nom revient régulièrement dans les témoignages, puisqu'il a eu un rôle important dans l'organisation de la résistance du camp des hommes de Birkenau. Ancien lui aussi des brigades internationales, déporté dans le même convoi qu'Alter Feinsilberg, qui a à peu près le même âge, il est né en 1912, et qui va être présenté comme l'auteur des photographies du Sonderkommando, jusqu'en gros au procès d'Auschwitz à Francfort et jusqu'à la fin des années 60, au moment où on s'aperçoit, notamment au musée d'Auschwitz, que sa version ne tient pas. D'abord, il n'était pas membre du Sonderkommando, mais il était Schreiber, secrétaire d'un bloc à l'intérieur donc du camp des hommes de Birkenau. Et il se présente également comme couvreur. Et donc, il faisait partie d'un commando où il aurait donc pu passer, être envoyé au crématoire 5 pour réparer le toit. Les photos auraient été prises depuis le toit.
Sauf que lorsqu'on a la reproduction des photographies, on s'aperçoit qu'elles sont prises depuis le rez-de-chaussée, depuis l'intérieur des chambres à gaz vers l'extérieur, et que donc ça n'a absolument pas été pris depuis un point surélevé. C'est à ce moment-là que le musée d'Auschwitz essaie de reprendre contact avec le Alter Feinsilberg et qu'il y a un échange de correspondances, notamment en 1978, dans lequel Alter Feinsilberg écrit, visiblement il répond à un courrier portant directement sur les photographies, entre autres choses. Il dit, ah oui, alors l'auteur, alors on a été plusieurs à prendre ces photographies, notamment un juif grec qui s'appelait Alex, Alenazvisko n'est pas Pamiętam, mais je ne me souviens plus de son nom. Donc en 1978, on en est là, et c'est cette information-là qui est reproduite, y compris aujourd'hui sur les panneaux noirs, à l'emplacement où ces photographies ont été prises, derrière la chambre à gaz crématoire numéro 5 d'Auschwitz. Et lorsqu'on a, après avoir traduit les premiers cahiers rouges et jaunes, attaqué le décryptage des feuillets du cahier mauve, visiblement épars et écrit d'une écriture différente, un peu plus fatiguée, voilà. Et il y avait dans ces feuillets des présentations de plusieurs membres du Sonderkommando, dont Zalmen Gradowski et dont un juif grec appelé Alekos Herrera. Dans le courrier de 78, Alter Feinsilberg explique que ce Alex Herrera qui a pris les photos, il est mort en tentant de s'évader en allant répandre des sangs dans la vistule. Et dans le cahier mauve, Alekos Herrera est présenté comme... donc dans la lettre, il dit que ce Alex de Grèce est mort en tentant de s'évader. Et dans le cahier mauve, il parle d'un Alekos Herrera qui est mort en tentant de s'évader en allant répandre des sangs dans la vistule. Donc là, on fait le rapprochement, il parle du même, d'autant que dans de nombreux témoignages de survivants grecs du Sonderkommando et également dans le livre de Shlomo Venezia qui est paru en 2007, il est question de cette évasion. Et Alekos Herrera est en fait Alberto Herrera, puisque Alekos est le nom qu'il avait pris dans la clandestinité. Mais le fait que l'on ait pu donc émettre une hypothèse désormais très probable sur l'identité de celui qui a pris effectivement la photographie, les photographies, n'enlève rien au fait que rappelle Alter Feinsilberg, c'est que c'est l'œuvre d'un réseau de résistance au sein du Sonderkommando qui s'organise pour prendre ces photographies. Et d'ailleurs, dans le cahier rouge, Alter Feinsilberg évoque simplement que les hommes du Sonderkommando ne se contentent pas de brûler des corps, ils s'organisent, ils résistent et ils prennent des photographies. Mais il n'y a dans le cahier lui-même qu'une seule phrase sur les photographies, puisqu'au moment où il les écrit, il ne sait pas la diffusion et l'impact qu'elles vont avoir, et notamment qu'elles vont être présentées agrandies dès la première exposition du musée d'Auschwitz dans les années 50. C'est après, lorsqu'il comprend que d'autres essayent de se réapproprier finalement une action de résistance à laquelle il a été directement appliqué, qu'effectivement il y a des ajouts postérieurs dans le cahier où il règle un peu effectivement des comptes, notamment avec David Chmielewski, qui d'ailleurs, dernier point, fait partie de ces juifs communistes polonais qui reviennent en Pologne immédiatement après la guerre, dont avec le Szymon Zajdow, avec lequel Alter Feinsilberg a été arrêté. Tous deux vont quitter la Pologne. Zajdow, dès la fin des années 50, il va commencer une autre vie en Australie. Si j'ai bien compris, il a eu de multiples vies et de multiples familles. Et par ailleurs, David Chmielewski va rester en Pologne jusqu'à la purge, la campagne antisioniste de 1968, et qui lui vaut en fait d'être démis de ses fonctions, de partir, et des militants communistes français vont le voir arriver à ce moment-là, notamment Charles Zelty, que toi et moi nous avons bien connu, rescapé du convoi numéro 70, qui disait « Ah, mais moi, David Chmielewski, je l'ai connu ». Quand il est arrivé en France, il s'est dit, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils m'ont fait, etc. Et Charles Zelty, lui, qui était communiste et qui est resté connu jusqu'au bout, lui dit, oui, mais toi-même, lorsque tu étais dans l'appareil de sûreté de la police politique polonaise, est-ce que tu n'as pas fait des trucs, toi aussi? Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire en résumé de l'histoire de ces photographies, et donc d'un des apports historiques parmi d'autres des cahiers d'Alter Feinsilberg. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le temps
presse. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vous remercie d'emblée pour ce premier tour. Et puis, comme promis, nous allons donc vous laisser la parole pour quelques instants. Et Monsieur le Premier ministre, je crois, souhaitait intervenir. Le micro arrive tout de suite. Merci. La question que je voulais vous poser à Philippe Ménard, mais aussi à Roger, vous avez évoqué le sentiment d'abandon qui était celui d'Alter, très précoce dans le camp déjà. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce que c'est le prolongement après-guerre de son sentiment d'abandon qui pourrait éventuellement expliquer, parmi d'autres causes, le fait que votre père, ton père, ait laissé ses cahiers dans la boîte à chaussures et qui n'ait pas cherché à les communiquer vers l'extérieur. C'est ça ma question. Alors, biographique, on peut dire. Alors, je crois que dès 1946-1947, il a cherché une solution pour les faire publier, mais en tant que militant fidèle finalement à l'appareil, il s'est adressé aux organisations auxquelles il pensait qui étaient les siennes pour l'aider à les publier. Elles n'ont pas donné suite. Elles n'ont pas donné suite. Il était un militant engagé et puis petit à petit, il s'est désengagé, tout en restant lui-même fidèle à ses convictions initiales jusqu'au bout. Et quelque part, quand on avait des débats sur la fin de sa vie, en me reprochant de prendre mes distances avec le PC, en me disant on ne crache pas dans la soupe. Il faut rester... voilà, c'est comme ça. Donc, effectivement, petit à petit, il a été isolé des appareils et sont restés auprès de lui fidèles toute une série de ses camarades que j'ai bien connus. On parlait tout à l'heure de Philippe Muller et de quelques autres qui passaient à Paris, qui lui rendaient visite. J'ai retrouvé des courriers où Philippe Muller écrit à Hermann Langbein, le président du comité international d'Auschwitz, en lui disant « il faut aider notre camarade Feinzilberg, il a des choses à dire, etc. » Non, ça ne s'est pas fait. Donc cette boîte est restée et lui, je crois, à un moment donné, a décidé de se taire. Merci beaucoup, Roger. Est-ce que d'autres personnes dans la salle souhaiteraient réagir ou poser des questions à nos prestigieux intervenants? Merci, merci, merci. Roger, c'est... Présentez-vous. Oui, Véronique Rouzé-Katlama, une ancienne collègue de Roger Falzinberg dans d'autres lieux. Ces cahiers, donc, tu les as laissés dans cette boîte à chaussures, dans un placard. Est-ce que toi-même, en fait, tu as vécu toute ta vie avec ces fantômes, avec cette mémoire, ce passé? Je ne sais pas, je pense que peut-être vous n'en parliez pas trop avec ton père, mais si tu les as toi aussi laissés dans ce placard, est-ce que c'était pour ne pas faire ressurgir d'autres fantômes que tu n'aurais pas connus, pour en fait pouvoir continuer à avancer dans ta vie de famille, dans ta vie dans ton travail, c'est-à-dire comment toi tu as vécu avec ce voisinage permanent de ces carnets? C'est une bonne question. Moi, j'ai réglé le problème. Enfin, j'ai réglé. En tout cas, j'ai apporté ma réponse à ce problème par l'engagement militant. C'est-à-dire, je me suis posé beaucoup de questions depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ai-je été autant investi dans l'action militante, dans les organisations de jeunesse, au Parti communiste, et puis ensuite, pourquoi? Et je crois que pour moi, c'était la manière de relever le drapeau du combat politique qui avait été le sien. Son souvenir, ses mémoires, ce qu'il avait écrit était une chose. Il était là
encore présent. Moi, ce que je pouvais faire, c'était continuer l'action. Et pendant tout un temps, c'est ce que j'ai continué à faire. Et la question de la réhabilitation de sa mémoire est quelque chose qui s'est imposé à moi par la suite, parce qu'il n'y avait plus de contradiction dans mon esprit entre ce qu'avait pu être mon action militante et la nécessité de rendre compte de ce qu'avait été son action. Je crois que c'est comme ça que je l'explique principalement, plus que par d'autres considérations. Merci Roger. Je crois qu'on avait une autre... Pendant que le micro arrive, si je peux me permettre, c'est comme si, d'une certaine manière, votre engagement mémoriel avait pris le relais de votre engagement militant? On peut le dire. On peut le dire. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas tort. Absolument. Même si je continue à être un spectateur de l'action militante. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que, en tout cas, moi, ce que je peux faire, parce que l'action militante, elle peut être faite par d'autres, par les nouvelles générations, il y a du monde. Rendre compte de ce qu'a été cette histoire-là, je dirais, si ça n'est pas moi qui le faisais maintenant, je laisserais une tâche insurmontable à mes enfants et à mes petits-enfants. Et qu'à mon avis, ils ne pourraient pas mener de la même manière, puisque eux n'ont pas connu véritablement mon père. Donc, c'était à moi de le faire. Et il était encore temps que je le fasse maintenant. Si je ne le faisais pas maintenant, je crois qu'il y aurait un vide qui serait difficilement surmontable. Merci. Marie-Laure Lepetit, inspectrice générale à l'éducation nationale et présidente d'une association pédagogique qui s'appelle Mémoire à l'œuvre. Alors, la question s'adresse, messieurs, à vous trois, à Alban Perrin, Roger Falkenberg et Philippe Ménard, parce que peut-être que vous aurez des réponses différentes. Vous avez, Roger, dit que le fait que votre père soit resté Sonderkommando pendant 18 mois avait posé question, et notamment aux membres de la résistance. Alors moi aussi, ça me pose question. Est-ce qu'il y a une explication à cela? En fait, à Birkenau et dans d'autres centres de mise à mort, les SS se sont rendus compte qu'il était plus rentable pour eux de former des ouvriers qualifiés et de les laisser en vie plus longtemps. Et Alter von Zilberg, plutôt que d'éliminer régulièrement les hommes du Sonderkommando. Donc il y a des grandes évolutions dans l'effectif des Sonderkommando, mais certains qui étaient considérés un peu comme des ouvriers qualifiés ont été laissés en vie plus longtemps. Alors il y a un premier groupe du Sonderkommando à Birkenau, effectivement, qui reste en vie peu de temps, puisque après avoir vidé les fosses derrière les premiers bunkers, ils sont assassinés au crématorium d'Auschwitz I en décembre 1942. C'est d'ailleurs l'un des apports importants du livre, puisque Alter von Zilberg assiste à cet assassinat et va brûler leur corps. Mais ensuite se constitue à Birkenau un autre Sonderkommando pour lequel il y aura un survivant, notamment Shlomo Dragon, d'autres qui vont survivre jusqu'à la révolte d'octobre 1944, comme Zalman Gradowski. Mais effectivement, d'autres hommes qui ont été intégrés plus tardivement au Sonderkommando ont survécu peu de temps, notamment tous les juifs grecs qui ont été intégrés au Sonderkommando au printemps 1944, en prévision de l'arrivée en masse des déportés juifs de Hongrie, ont survécu peu de temps, puisqu'ensuite il y a une réduction drastique du nombre d'hommes du Sonderkommando à partir donc de la fin de l'été 1944. C'est d'ailleurs ce qui va déclencher la révolte lorsque les SS veulent procéder à une seconde réduction et donc à un second assassinat de masse de membres du Sonderkommando. Lorsque Alter von Zilberg arrive à Birkenau en juillet 1943, il a déjà 9 mois d'expérience au crématorium d'Auschwitz I, et donc il présente un intérêt de ce point de vue-là pour les SS, et sa survie n'est pas exceptionnelle si on pense au parcours de Philippe Müller, qui a exactement le même parcours que lui, qui arrive même un peu plus tôt que lui à Auschwitz I,
qui est membre de l'équipe du crématoire 1, qui est transféré avec lui au crématoire 5 et qui va également survivre, même si il ne s'évade pas pendant les marches de la mort et qu'il sera libéré par les Américains Mauthausen. Donc, le parcours d'Alter Feinsilberg doit être mis en perspective par rapport à cette histoire longue du Sonderkommando. En tout cas, Roger, votre papa ne vous a jamais, n'a jamais évoqué avec vous la déportation, sans forcément aller dans ces détails, c'est-à-dire cette singularité de son parcours. Est-ce que c'était un sujet à évoquer ou plutôt une page qu'il n'a pas levée? Je crois que pour l'essentiel, mon père comme ma mère et comme d'autres parents de cette génération n'avaient qu'une obsession, c'était de nous préserver en tant que jeune génération de la connaissance, de la transmission pour essayer de faire que nous vivions le mieux possible et que nous nous développions le mieux possible. Alors il en parlait bien sûr un peu devant moi, mais très peu, et pas directement. Et surtout, on faisait attention à ce que on me préserve au maximum. J'entendais les conversations que mes parents pouvaient avoir avec leurs amis ou avec les membres de la famille. Ils parlaient en yiddish. J'entendais des choses. Je dis souvent que j'étais en quelque sorte une éponge qui a absorbé toute une série d'informations éparses, diverses et variées, qu'à l'époque je ne savais pas mettre en situation, et que j'ai ressorti tout ça après, avoir lu, avoir vu des films, avoir rencontré, avoir écouté. Et les moments où il ne voulait qu'on ne comprenne pas du tout, il se mettait à parler en polonais. Donc, oui, Ariel. Je voulais pas poser... Attends, le micro arrive. Excusez-moi, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié et surtout ami de Roger. Je voulais pas poser cette question, mais tu m'en donnes l'occasion. J'ai pensé tout à l'heure en entendant cette question polonais, yiddish, pourquoi c'est écrit. Est-ce que ça n'a pas été fait pour te préserver pour le moment où tu découvrirais ces cahiers, que tu ne puisses pas les comprendre, toi ou quelqu'un d'autre de la famille d'ailleurs? Je ne crois pas. D'abord, ils ont été écrits, je n'étais pas né encore. Je ne suis pas si vieux que ça. Je suis né qu'en 47. Non, je crois que c'était, comme Philippe a dit tout à l'heure, mon père était un militant et il écrivait pour rendre compte à son parti, à son peuple, voilà, c'était pas autre chose. C'était pas autre chose. Hein. Très bien, mesdames et messieurs, écoutez, peut-être l'heure, Bernard, et puis on achèvera cette séance. Je vais profiter de la présence de Philippe Ménard pour lui poser une question, parce qu'il a une connaissance large de ce corpus. Moi, j'ai été très frappé par le début de ce témoignage, à la fois par son titre, où il y a une dimension ironique. Est-ce que il parle de paradis hitlérien, hein? Est-ce que cette ironie se retrouve ailleurs dans ces témoignages? Et puis, frappé aussi, dès la première page, par la véhémence contre le peuple allemand. Est-ce que cette violence de ton est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le corpus que vous connaissez très bien? Alors, pour l'ironie, oui, parce qu'en fait, il y a effectivement, ça c'est certainement quelque chose qui lui vient de l'âme yiddish,
C'est-à-dire que ça fait partie des mises à distance, de l'ironie entre autres, face à des situations qui sont des situations terribles. Effectivement, il y a la Shoah, mais avant la Shoah, il y a déjà eu beaucoup de situations qu'ont dû traverser les communautés, notamment de l'Europe de l'Est. Et donc, cette ironie, c'est aussi un rapport au monde. Donc ça, c'est une chose. Alors après, la véhémence, elle est bien spécifique à son style, je trouve. On la retrouve pas de cette manière dans les autres écrits, qui sont des écrits qui sont plutôt pénétrés écrasés par un pathos, qui peut se traduire dans un style tout à fait littéraire, mais donc pas larmoyant, mais qui vont plutôt vers la lamentation, qui est aussi une tradition d'écriture et de transmission juive. Mais cette véhémence-là, je pense qu'elle vient plutôt de sa force politique, et que de toute façon, même après ce qu'il a vécu, il continue le combat. Donc c'est quelque chose de cet ordre-là. Et il continue le combat en polonais parce que c'est aussi sa langue militante. Donc cette véhémence, elle lui est propre à lui. C'est ce que je dirais, avec... Voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous achevions cette table ronde sur cette convocation de l'âme yiddish, de l'invocation du combat et de la lutte aussi, parce qu'on va commémorer la fin de la Shoah, symboliquement le 27 janvier, alors que la Shoah ne s'arrête pas le 27 janvier 1945, mais jusqu'aux dernières heures de la Seconde Guerre mondiale sur le front européen. On va à nouveau... convoquer les Juifs comme des victimes. Je pense que c'était l'occasion aussi ce soir de bien montrer que derrière cette posture de victime qui existe, il y a aussi ce combat qui s'est poursuivi et qui ne s'achèvera pas le 27 janvier 1945. Un grand merci à vous, Philippe Ménard, Roger Fenzilberg et Alban Perrin.